Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ce lieu vous invite à explorer le passé pour faciliter votre sommeil de manière enrichissante. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur « J'aime dès maintenant », car à la fin de cette narration, vous serez plongé dans un sommeil profond. Fermez les yeux. L'histoire commence maintenant. Parmi les innombrables étoiles dispersées dans l'immensité de l'univers, de vastes myriades de planètes orbitent. Beaucoup d'entre elles pourraient potentiellement abriter une vie extraterrestre. Certains de ces mondes sont immergés dans d'immenses océans, dont les profondeurs pourraient renfermer des organismes radicalement différents des créatures terrestres, tandis que d'autres, recouverts d'une épaisse croûte de glace, renferment des eaux obscures, où de minuscules êtres pourraient évoluer, alimentés par la chimie des abysses. Des planètes étonnamment similaires à la Terre se trouvent également dans cette vaste étendue, baignée par la douce lumière d'une étoile, ornée de nuages délicats et offrant des conditions qui suggèrent la possibilité d'une vie extraterrestre avancée. Les sondes explorent les vastes étendues de notre système solaire. Les télescopes recueillent la lumière émanant de mondes éloignés. Chaque fragment de données suscite l'espoir d'une découverte capable de tout changer. Depuis des siècles, l'humanité s'interroge sur la question que se posent tant de terriens. Sommes-nous seuls dans la galaxie? Les astronomes examinent les cieux à la recherche de nouvelles planètes, tandis que les ingénieurs conçoivent des missions qui touchent le sol d'autres mondes. Les auteurs imaginent des récits d'interaction avec des êtres inconnus, pendant que les chercheurs analysent des molécules récoltées dans l'espace, une onde radio, une trace de gaz ou un fragment organique. Chaque indice éveille la curiosité. L'univers demeure silencieux, mais cette sérénité pousse à développer de nouveaux outils capables de capter les signaux émanant de l'espace. La quête de la vie s'étend sur de multiples fronts. Mars, couverte de cratères et de canyons, détient des indices de conditions qui auraient pu soutenir des formes de vie il y a des milliards d'années. Les lunes de Jupiter et de Saturne, enveloppées de glace, dissimulent des océans où, peut-être, évoluent des organismes simples nourris par l'énergie des profondeurs. Les planètes, orbitant autour d'étoiles distantes, découvertes au cours des dernières décennies, fascinent par leur similitude avec la Terre, et leurs atmosphères pourraient renfermer des gaz suggérant la possibilité d'une vie extraterrestre avancée. Les recherches englobent non seulement des bactéries, capables de subsister dans des conditions extrêmes, mais aussi des civilisations susceptibles de transmettre des signaux à travers les vastes étendues de la galaxie. Scientifiquement, la vie se définit comme un ensemble de processus chimiques qui évoluent, s'adaptent et transmettent leurs traits aux générations suivantes. Cette conception ouvre la voie à de nombreuses hypothèses. La vie pourrait exister dans des mers sous-glaciaires où minéraux et chaleur génèrent des réactions chimiques. Elle pourrait également prospérer dans des océans de méthane où tout fonctionne différemment qu'en terre connue. Ou peut-être se développe-t-elle dans les nuages d'autres planètes régies par une chimie extrême, suivant d'autres principes. Chaque hypothèse apporte une touche de couleur à notre compréhension de l'univers. Diverses approches nous rapprochent de la réponse. Les rovers sur Mars récoltent des échantillons susceptibles de dévoiler le passé de la planète, lorsque son climat était plus clément. Les sondes explorent des lunes dont les profondeurs suggèrent des traces de biologie. Les télescopes, comme le James Webb, capturent la lumière émane de mondes lointains pour identifier des gaz potentiellement liés à la vie.
le méthane découvert dans l'atmosphère martienne, des molécules organiques dans les geysers des lunes et de la vapeur d'eau dans les atmosphères des autres planètes. Chaque découverte, tel un élément d'un puzzle, enrichit notre compréhension de l'univers. Cette quête mêle la rigueur des mesures à une curiosité audacieuse qui stimule les découvertes. Il est maintenant temps d'explorer quelles conditions rendent la vie possible parmi les étoiles, avant de nous lancer dans un voyage à travers l'espace à la recherche de la vie. Voyons quelles conditions doivent s'aligner pour qu'elle puisse émerger et évoluer. Pendant longtemps, la science a postulé que la vie ne pouvait apparaître qu'en présence de composants chimiques adéquats et de conditions extérieures favorables. Aujourd'hui, nous savons que la vie est incroyablement adaptée et variée, mais les scientifiques prennent tout de même en compte 3 critères principaux en premier lieu. La première condition essentielle est la présence d'eau liquide. Cela s'explique par ses propriétés physiques et chimiques uniques. L'eau a la capacité de dissoudre une grande variété de substances, facilitant l'interaction entre divers éléments et composés chimiques. De plus, elle constitue un milieu où les molécules peuvent se déplacer aisément et réagir entre elles. Sans cette possibilité d'échange de matière et d'énergie, il est difficile d'imaginer la naissance et le développement des organismes vivants. Sur Terre, l'eau liquide couvre une grande partie de la planète et représente la principale condition pour la prospérité de la biosphère. L'eau peut également exister dans d'autres états, par exemple sous une couche de glace ou profondément enfouie sous la surface des planètes et des lunes. Cependant, c'est bien l'eau liquide qui est jugée la plus prometteuse pour l'émergence et le maintien de la vie. Le deuxième élément fondamental est le carbone. Ce dernier se distingue par son activité chimique unique. Les atomes de carbone peuvent se lier entre eux, formant de longues chaînes ou des cycles stables qui servent de fondation à des molécules organiques complexes. Ces composés forment les éléments fondamentaux des cellules vivantes, permettant ainsi une immense variété de structures moléculaires nécessaires pour le stockage de l'information, l'échange de matière et la réalisation de fonctions biochimiques complexes. Le carbone se révèle être l'élément idéal pour la formation d'une biologie stable, développée et diversifiée, semblable à celle que l'on trouve sur Terre. La troisième condition essentielle pour la vie est l'énergie. Sans un approvisionnement constant en énergie, tout système vivant ne pourrait maintenir l'échange de matière, la croissance et la reproduction. Sur Terre, la principale source d'énergie est notre Soleil, où les plantes capturent la lumière solaire et la convertissent en énergie chimique, qui nourrit ensuite d'autres organismes. Cependant, la vie peut également prospérer dans des conditions d'absence totale de lumière solaire, en obtenant de l'énergie par d'autres méthodes. Un exemple marquant de telles conditions sur notre planète est constitué par les sources hydrothermales profondes, appelées fumeurs noirs. Ces sources se situent à des profondeurs considérables dans les océans, où la lumière solaire ne pénètre pas du tout. Là, des solutions chaudes et riches en minéraux et en substances chimiques remontent des entrailles de la Terre sous haute pression. Autour de ces sources sous-marines se développe un écosystème entier où les bactéries tirent leur énergie non du soleil, mais de réactions chimiques, notamment en oxydant le sulfure d'hydrogène et d'autres composés. Ces bactéries deviennent alors la nourriture pour des organismes plus complexes, tels que des vers, des mollusques, des crabes et même des poissons des profondeurs. Cependant, même lorsque les 3 éléments, eau, carbone et énergie, sont présents, une autre condition essentielle doit exister
la zone d'habitabilité. Cette zone désigne la région autour d'une étoile où la température est suffisamment modérée pour permettre la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. Parfois, elle est également désignée comme la zone d'or, en référence à un conte célèbre où l'héroïne choisissait une bouillie ni trop chaude ni trop froide, mais juste de la bonne température. Notre planète se situe exactement au centre de cette zone, à une distance d'une unité astronomique du Soleil. Cela permet à la Terre de bénéficier d'un climat tempéré et d'immenses océans, créant des conditions idéales pour le développement de la vie. Les limites de la zone d'habitabilité varient en fonction du type d'étoile, de sa température et de sa taille. Par exemple, pour les petites naines rouges, la zone d'habitabilité est située bien plus près de l'étoile, contrairement aux géants bleus chauds, où cette région se trouve significativement plus éloignée. Un cas illustratif de l'importance de la zone d'habitabilité est Mars, qui se situe actuellement à sa limite extérieure et a perdu une grande partie de son eau de surface, bien que dans le passé, les conditions aient pu y être beaucoup plus favorables. Il est également important de noter que la vie peut se développer même dans des conditions extrêmement hostiles, comme une forte radiation, l'eau bouillante des geysers, des lacs acides et l'obscurité totale des profondeurs des cavernes. Sur Terre, ces organismes sont appelés extrémophiles et représentent l'incroyable capacité de la vie à s'adapter à pratiquement toutes les conditions que la nature lui propose. Ce sont précisément les extrémophiles qui poussent les scientifiques à explorer la vie dans les recoins les plus inhabituels et inaccessibles de l'univers. Pour mener à bien des recherches sur la vie ailleurs, les astronomes ont dû mettre au point des systèmes particuliers pour évaluer dans quelle mesure une planète donnée favorise l'émergence et la conservation de la vie. Aujourd'hui, 2 systèmes d'indices sont activement utilisés pour évaluer le potentiel des planètes et identifier, parmi de nombreux candidats, les mondes les plus intéressants pour une étude approfondie. Le premier système est désigné sous le nom d'indice de similitude à la Terre, ou ESI. Cet indice prend en compte 3 paramètres principaux de la planète: sa masse, son rayon et sa température de surface. L'évaluation est exprimée sur une échelle allant de 0 à 1, où la Terre sert de référence avec une valeur maximale d'1. Plus la valeur d'une planète se rapproche de 1, plus ses caractéristiques ressemblent à celles de la Terre, augmentant ainsi la probabilité qu'elle soit habitable dans les conditions que nous connaissons sur notre planète. La masse de la planète joue un rôle crucial, car elle détermine la force de sa gravité. Si celle-ci est trop forte, la planète conserve une atmosphère lourde et dense, ce qui engendre des conditions difficiles pour le développement de la vie. À l'inverse, si la masse est trop faible, la planète perd rapidement son atmosphère, rendant également complexe le maintien de conditions stables à sa surface. Le rayon de la planète influence sa structure interne, ainsi que la composition de ses couches profondes. Cela a un impact sur de nombreux processus importants, notamment la tectonique des plaques et le champ magnétique, qui protège la surface des radiations. La température à la surface est un facteur essentiel pour la présence d'eau liquide et la possibilité de mener des réactions biochimiques qui constituent la base de toute forme de vie connue. Les planètes affichant un indice de similitude à la Terre élevé, généralement à partir de 0,8 et plus, captent immédiatement l'intérêt des astronomes. Cela indique que les conditions sur ces mondes sont les plus similaires à celles de la Terre, augmentant ainsi la probabilité de l'existence de la vie. De telles planètes peuvent posséder des océans, une température modérée et une atmosphère comparable
à celles de la Terre, ce qui les rend des cibles privilégiées pour de nombreuses missions scientifiques. Cependant, se cantonner à la recherche de copies exactes de la Terre serait une erreur, étant donné que la nature peut engendrer des formes de vie totalement différentes sous des conditions inattendues. Un autre système a été conçu pour élargir les horizons de la recherche, l'indice d'habitabilité planétaire, ou PI. Contrairement au premier indice, celui-ci prend en compte la possibilité de vie non seulement sur la base de conditions familières, mais aussi avec une composition chimique totalement différente. Cette approche permet aux scientifiques d'envisager l'existence d'organismes dans des mondes qui, à première vue, semblent extrêmement hostiles. L'indice d'habitabilité planétaire prend en compte les formes de vie potentielles, capables d'utiliser des composés chimiques alternatifs et des environnements différents. Par exemple, il évalue des conditions où, plutôt que l'eau, d'autres liquides comme le méthane, l'ammoniac ou le sulfure d'hydrogène jouent un rôle essentiel. De tels environnements ne sont pas adaptés à la vie de type terrestre, mais pourraient très bien soutenir des types d'organismes hypothétiques totalement différents. L'indice tient également compte de la diversité des sources d'énergie potentielles pouvant alimenter les processus biologiques. Celles-ci peuvent inclure non seulement la lumière solaire, mais aussi l'énergie chimique issue des réactions entre différentes substances dans l'atmosphère ou dans les profondeurs des planètes. De plus, ce système d'évaluation prend même en compte les différences potentielles dans la biochimie des organismes eux-mêmes, qui peuvent ne pas s'appuyer sur le carbone comme unité structurelle principale. L'utilisation conjointe des deux indices permet d'élaborer un système d'évaluation à la fois vaste et flexible, permettant aux chercheurs d'identifier et de prioriser l'étude non seulement des mondes les plus similaires à la Terre, mais aussi des planètes qui diffèrent significativement des conditions auxquelles nous sommes habitués. Néanmoins, ces planètes conservent un potentiel pour l'émergence et le développement de la vie. Cette approche complexe accroît considérablement les possibilités de réaliser des découvertes scientifiques majeures et d'améliorer notre compréhension de la diversité potentielle de la vie dans l'univers. Jusqu'à récemment, les scientifiques étaient convaincus que la vie ne pouvait s'épanouir que dans des conditions analogues à celles de la Terre, avec des températures modérées, de l'eau liquide et un niveau de radiéton modéré. Cependant, les recherches menées au cours des dernières décennies ont largement élargi nos perspectives sur les lieux où la vie pourrait exister. Sur Terre, des organismes ont été découverts capables de survivre dans des conditions si extrêmes qu'elles étaient autrefois considérées comme totalement inappropriées à toute forme de vie. Ces découvertes ont ouvert la voie à des hypothèses alternatives, suggérant que la vie dans l'univers pourrait être bien plus variée que ce que nous avions imaginé. L'une de ces hypothèses fascinantes est l'idée de l'existence de la vie dans des mers de méthane, bien que le méthane soit un solvant inadapté et même une substance toxique pour les organismes terrestres. Il peut parfaitement remplir le rôle de l'eau dans d'autres conditions. À des températures basses, présentes sur certains corps célestes, le méthane se liquéfie, formant des lacs et des mers. Dans ces étendues de méthane liquide, des organismes avec une biochimie fondamentalement différente peuvent se développer. Ils sont capables d'utiliser des composés dissous dans le méthane de manière similaire à la façon dont les organismes terrestres exploitent les composés présents dans l'eau. Un exemple frappant de telles conditions est la lune de Saturne, Titan. Sa surface abrite de vastes lacs et mers constituées de méthane liquide qui se remplissent régulièrement de pluie
de méthane. Dans un tel environnement, une vie hypothétique pourrait non seulement utiliser le méthane comme solvant, mais également en faire la base de son métabolisme, entraînant ainsi la formation d'une structure biochimique totalement nouvelle et encore inconnue pour nous. Une autre hypothèse intéressante envisage le silicium comme une alternative potentielle au carbone dans la construction de la vie organique. Le carbone est un élément unique qui constitue la fondation de la vie sur Terre, car il est capable de former de longues chaînes stables et une grande variété de composés complexes. Le silicium, étant l'analogue le plus proche du carbone en termes de propriétés chimiques, pourrait théoriquement former des structures en chaîne et des composés susceptibles d'être utilisés pour créer des analogues de molécules organiques. Cependant, le silicium est plus chimiquement inerte et tend à former des composés solides et insolubles, tels que le quartz et d'autres minéraux. Malgré ces limitations, dans des conditions de haute température ou au sein d'un environnement chimique totalement différent, comme sur des planètes chaudes à activité volcanique, la vie à base de silicium pourrait théoriquement trouver un moyen d'émerger. Bien que cela reste un scénario entièrement hypothétique à ce jour, il est sérieusement envisagé par les scientifiques comme une piste potentielle pour la recherche de la vie dans des conditions extrêmes sur d'autres planètes. Une autre hypothèse importante explore la possibilité de l'existence de la vie dans des environnements soumis à des niveaux de radiation extrêmement élevés. Sur Terre, la radiation est perçue comme un facteur significatif limitant la survie des organismes, mais certaines bactéries et archées affichent une résistance remarquable aux radiations. Par exemple, la bactérie Deinococcus radiodurans peut survivre à des doses de radiation des milliers de fois supérieures au niveau mortel pour l'homme. Des organismes adaptés à de telles conditions extrêmes pourraient exister dans l'espace, à la surface de planètes avec une atmosphère très mince ou sur des lunes de planètes géantes, où le niveau d'exposition aux radiations est bien plus élevé qu'en Terre. Ces organismes préservent leur ADN des dommages grâce à des mécanismes uniques de réparation du matériel génétique. Ces caractéristiques pourraient également être propres à des formes de vie extraterrestres. Une autre alternative envisage la possibilité de la vie dans des conditions d'eau hyper salée. Sur Terre, nous avons déjà des exemples de situations similaires. Par exemple, les micro-organismes vivant dans la mer Morte ou dans des lacs salés en Antarctique prospèrent à des concentrations élevées de sel, là où la plupart des organismes ordinaires ne peuvent pas survivre. Ces bactéries et archées, appelées salophiles, sont capables non seulement de tolérer des niveaux de salinité extrêmes, mais aussi de les utiliser activement pour produire de l'énergie. Ils disposent de mécanismes spécifiques leur permettant de réguler l'équilibre des fluides à l'intérieur de leurs cellules et de survivre à des concentrations de sel plusieurs fois supérieures à celles des océans. De telles conditions peuvent également se rencontrer sur d'autres planètes et lunes, où l'eau, en raison de circonstances particulières, est devenue très salée. Les organismes terrestres capables de vivre dans ces conditions extrêmes sont regroupés sous le terme général d'extrémophiles. Ils se sont parfaitement adaptés aux conditions sévères de notre planète et servent de modèle pour appréhender à quoi pourrait ressembler la vie au-delà de la Terre. Par exemple, les microbes découverts dans les bouches de volcans ou dans des sources chaudes suggèrent la possibilité d'une vie dans des conditions similaires sur d'autres planètes présentant une intense activité volcanique. Les micro-organismes vivant sous la glace de l'Antarctique illustrent comment la vie peut perdurer dans les océans glacés des lunes des géantes gazeuses. De plus,
Sur Terre, certains organismes peuvent vivre aussi bien dans des environnements extrêmement acides que dans des milieux alcalins. Par exemple, les bactéries se trouvant dans des lacs acides de cratères volcaniques peuvent exister dans un milieu dont l'acidité est proche de celle de l'acide sulfurique. D'autres micro-organismes prospèrent également dans des conditions alcalines, comme celles rencontrées dans des sources chaudes, riches en carbonate. Ces adaptations témoignent de la capacité de la vie à exploiter avec succès presque toutes les situations que la nature propose, tant qu'il existe une source d'énergie stable et des composés chimiques adéquats. Ainsi, grâce aux extrémophiles terrestres, nous réalisons que la vie dans l'univers peut revêtir des formes incroyables et utiliser des mécanismes de survie et de croissance totalement distincts. De tels exemples élargissent considérablement le champ de recherche sur la vie, incitant astronomes et astrobiologistes à explorer même les recoins les plus atypiques de notre univers, après avoir établi les conditions essentielles nécessaires à l'existence de la vie. Il est pertinent de se concentrer sur les mondes les plus proches, à savoir les planètes de notre système solaire. Ce sont précisément ces objets qui sont devenus les premiers candidats à l'étude, car ils peuvent être atteints par des sondes automatiques et à l'avenir peut-être même par des missions habitées. Parmi eux, Mars se distingue particulièrement, car elle est la planète qui depuis plus d'un siècle suscite un grand intérêt scientifique et public. Cet engouement pour Mars a commencé bien avant l'émergence des sondes spatiales. Déjà dans l'Antiquité, les astronomes observaient cette planète brillante et rougeâtre. Cependant, l'étude scientifique de Mars n'a débuté que beaucoup plus tard, avec les premières observations télescopiques au XVe siècle. L'intérêt pour Mars a considérablement augmenté au XIXe siècle, lorsque les télescopes optiques ont progressé au point de permettre de distinguer des zones sombres et claires sur sa surface. L'un des moments clés a été la grande opposition de Mars, qui s'est produite en 1877. Ce phénomène astronomique se produit environ tous les 15 ans, lorsque Mars et la Terre se rapprochent au maximum et se retrouvent du même côté du Soleil. Pendant ces périodes, la planète rouge brille particulièrement fort et les détails de sa surface sont visibles avec plus de clarté. C'est précisément lors de l'une de ces oppositions que l'astronome italien Giovanni Schiaparelli a établi une carte détaillée de la surface de Mars. Il a observé de longues lignes fines qu'il a désignées par le terme « canali », signifiant des sillons. La traduction de ce mot en anglais par « canals » a suscité un véritable émoi au sein de la communauté scientifique et auprès du grand public, en particulier dans le monde anglophone. Les canaux ont alors commencé à être considérés non pas comme des formations naturelles, mais comme des constructions artificielles réalisées par une civilisation intelligente. Dans l'imaginaire collectif, des êtres vivaient sur Mars, cherchant à préserver leur planète de la sécheresse en construisant un réseau de canaux reliant les pôles à l'équateur. Ces idées ont été particulièrement popularisées par l'astronome américain Percival Lowell, qui a consacré plusieurs livres et des décennies à l'observation de Mars. Il affirmait distinguer un système complexe de lignes entrecroisées, réguliers et symétriques, qu'il considérait comme la preuve d'une intelligence avancée sur la planète. Il a également aménagé un observatoire spécial en Arizona, dédié à l'étude de la planète rouge. Bien qu'il soit rapidement devenu évident par la suite que les canaux n'étaient qu'une illusion, résultant des imperfections optiques et des particularités de la perception des petits détails par l'œil humain, l'idée d'une Mars habitée s'est solidement enracinée dans la culture
et a éveillé l'intérêt scientifique. Avec l'avènement de l'ère spatiale, l'humanité a eu l'occasion de passer des conjectures visuelles à une véritable exploration. Dans les années 1970, des sondes automatiques américaines, Viking, ont été lancées vers Mars. Chaque mission comportait un orbiteur et un module de descente qui a réussi pour la première fois à atterrir en douceur sur la surface et à mener une série d'analyses chimiques du sol martien. L'équipement incluait des instruments destinés à rechercher des composés organiques et une éventuelle activité biologique. Bien que les résultats n'aient pas confirmé de manière définitive la présence de vie, ils ont marqué une étape majeure dans l'étude de la planète et ont permis d'évaluer pour la première fois ses propriétés physiques et chimiques de manière approfondie. Dans les décennies qui ont suivi, Mars est devenu le sujet de nombreuses missions. Les orbiteurs ont offert des images détaillées de la surface, mettant à jour de nombreuses structures géologiques, tandis que les rovers ont commencé à mener des recherches sur le terrain. Dès le début des années 2000, il est devenu clair que la surface de Mars présente de nombreuses preuves de la présence d'eau dans le passé. Les lits d'anciennes rivières, les deltae, les vestiges de lacs asséchés et les dépôts lacustres indiquent qu'il y a des milliards d'années, le climat de la planète était bien plus doux et humide. Les roches contenant des minéraux argileux ne se forment qu'en présence d'eau, confirmant ainsi, sans aucun doute, sa présence dans le passé. En outre, il a été découvert que des réserves extensives de glace d'eau se trouvent dans les calottes polaires et en surface. La glace est également observée dans les cratères et sous une fine couche de poussière, notamment dans les latitudes tempérées. Les processus saisonniers observés sur la surface de la planète suscitent un intérêt tout particulier. Lors des périodes chaudes de l'année martienne, des bandes sombres apparaissent sur les pentes des cratères, désignées sous le nom de formations récurrentes en pente. Elles sont régulièrement observées aux mêmes endroits et disparaissent lorsque la température diminue. Dans un premier temps, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du résultat de l'infiltration d'eau salée, liquide, d'autant plus que ces phénomènes présentent un caractère saisonnier. Cependant, des études ultérieures ont révélé que la température dans ces zones reste trop basse pour permettre l'existence stable de l'eau à l'état liquide. Actuellement, l'explication la plus probable repose sur des mouvements de flux secs, de poussière et de particules de sable, possiblement sur une surface recouverte de dépôts salins. Néanmoins, la question concernant la nature précise de ces processus reste ouverte. Une attention particulière est également accordée aux émissions de méthane, observées tant par des instruments en orbite que par des mesures réalisées depuis la surface. La concentration de méthane varie selon les saisons, avec une augmentation en été et une diminution en hiver. Cette saisonnalité suscite un considérable intérêt, car sur Terre, une part significative du méthane est générée par l'activité des micro-organismes. À côté de cela, des processus géologiques sont envisagés, comme l'interaction chimique de l'eau avec certaines roches, qui peut aussi libérer du méthane. Des scénarios sont également étudiés où le gaz s'accumule dans des cavités souterraines et remonte périodiquement à la surface par des fissures dans la croûte. Le mécanisme précis reste à établir, et l'origine du méthane martien demeure un sujet de recherche active. À mesure que les données s'accumulent, il devient de plus en plus évident que Mars, dans un passé lointain, était une planète aux conditions climatiques bien différentes. Selon les modèles actuels, il y a environ 4 milliards d'années,
Mars possédait une atmosphère plus dense, était plus chaude et offrait des plans d'eau stable, les traces de lits d'anciennes rivières, de deltas et de dépôts lacustres découverts en surface confirment que l'eau a existé sous forme liquide, non seulement de manière éphémère, mais durant d'importantes époques géologiques. Ces conditions permettaient la formation d'écosystèmes stables, du moins à un niveau microscopique. À un certain moment, la planète a perdu une grande partie de son atmosphère, et avec elle, sa capacité à retenir la chaleur et l'eau liquide en surface. La principale explication avancée pour ce phénomène est la faiblesse du champ magnétique de Mars, contrairement à la Terre, qui possède un noyau actif et un puissant champ magnétique protégeant son atmosphère des vents solaires. Mars a perdu sa géodynamique interne à un stade précoce de son histoire. Par conséquent, les particules chargées provenant du Soleil. Ce processus s'est déroulé lentement, mais de manière inexorable. Lorsque la densité de l'atmosphère a chuté à un certain niveau, l'effet de serre s'est affaibli, la température a diminué, et l'eau est d'abord devenue de la glace avant de s'évaporer partiellement dans l'espace. La perte de l'atmosphère a rendu la planète vulnérable aux radiations, et le climat est devenu sec et instable. C'est précisément cette période précoce de l'histoire de Mars qui est aujourd'hui considérée comme la plus prometteuse en matière de possibilités d'existence de la vie. En présence d'eau, de sources d'énergie et d'éléments chimiques fondamentaux, la formation d'organismes simples devient envisageable. Si la vie a effectivement émergé sur Mars durant cette époque, où le climat était plus clément et où l'eau coulait en surface, il est probable qu'elle ait migré vers des couches plus profondes, alors que les conditions se dégradaient. L'environnement sous surface offrait une stabilité thermique relative et une protection contre les radiations, surtout après la perte de la couverture atmosphérique. C'est là, dans des zones à l'abri des influences extérieures, que des organismes microscopiques pouvaient prospérer, capables d'exister grâce à des réactions chimiques dans les roches ou à proximité de sources de chaleur souterraines potentielles. Les missions modernes se concentrent précisément sur l'étude de telles régions. Depuis mars 2020, le rover Perseverance opère sur la surface de Mars. Il explore le cratère G0, où un lac stagnant alimenté par un système fluvial existait autrefois. Cette région a été choisie délibérément. Les dépôts formés dans le delta ont la capacité de conserver des molécules organiques et des structures microscopiques pendant des milliards d'années. Persévérance n'étudie pas seulement la géologie de la région, mais collecte également des échantillons de sol et de roches martiennes dans des conteneurs hermétiques qui doivent être envoyés sur Terre dans l'avenir. Le projet de retour de ces échantillons est prévu pour s'achever au cours des années 2030. Son objectif est d'effectuer, pour la première fois sur Terre, une analyse en laboratoire du matériau martien en utilisant l'ensemble des méthodes modernes de chimie organique et isotopique. Une telle approche permettra de déterminer avec une grande précision si les échantillons renferment des traces d'activité biologique anciennes. En plus de la mission de la NASA vers Mars, le programme chinois Tianwen-1 a également été lancé. Il s'agit de la première mission interplanétaire complète dans l'histoire de la Chine, comprenant un orbiteur, une plateforme d'atterrissage et un rover. Depuis mai 2021, le rover chinois Zhurong opère dans la région de la plaine d'Utopia. Il étudie les caractéristiques géologiques, effectue des analyses spectrales du sol et photographie son environnement. Bien que cette mission ne prévoie pas le retour d'échantillons, elle vise également à éclaircir les conditions qui ont pu exister dans le passé
et à enrichir les données cartographiques. Actuellement, les scientifiques concentrent leurs efforts sur 2 axes, la recherche de traces de vie ancienne et l'évaluation des chances de sa conservation potentielle dans les profondeurs. Ces 2 axes visent un même objectif, répondre à l'une des questions clés. Mars a-t-elle pu, dans sa jeunesse, être une planète où la vie a commencé à se développer parallèlement à celle de la Terre? Les recherches se poursuivent, et chaque nouvel échantillon, mesure ou photographie de la surface nous rapproche d'une compréhension plus précise de cette ancienne planète. Si Mars est perçu comme une planète froide et sèche, avec des signes d'une chaleur disparue, Vénus représente le monde radicalement opposé, entièrement enveloppé de chaleur et de pression. La Vénus moderne est l'une des planètes les plus inhospitalières du système solaire. La température à sa surface atteint 460 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre le plomb. La pression atmosphérique y est environ 90 fois plus élevée que celle de la Terre, équivalente à la pression à une profondeur de 1 km sous l'eau. De plus, l'atmosphère de la planète est dominée par des nuages denses, chargés d'acide sulfurique, bloquant ainsi la lumière visible et engendrant un intense effet de serre. Une telle apparence de Vénus semble peu susceptible d'être associée à la vie. Cependant, les dernières décennies de recherche changent progressivement notre perception de son passé. Selon les résultats des modèles climatiques développés avec la participation de spécialistes de la NASA, il est possible qu'entre 2 et 3 milliards d'années, Vénus ait été très différente. On suppose qu'à cette époque, des océans d'eau liquide existaient à sa surface, avec une température et une composition atmosphérique beaucoup plus clémentes, similaires à celles de la Terre. Le climat de la planète l'était soutenu par un couvert nuageux, réfléchissant le rayonnement solaire, et un cycle de l'eau stable, qui aurait pu persister pendant des centaines de millions d'années. Avec de tels paramètres, Vénus aurait pu être potentiellement habitable, au moins jusqu'à ce qu'un effondrement climatique brutal débute et que la planète entre dans un état de collapse thermique. Les causes de cette transformation ne sont pas entièrement claires. On pense que l'évaporation des océans et l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont entraîné un renforcement incontrôlé de l'effet de serre. Cela a provoqué une augmentation exponentielle de la température et l'évaporation totale de l'eau. L'un des principaux arguments en faveur de l'idée que Vénus a autrefois eu un volume significatif d'eau est le rapport entre l'hydrogène lourd, ou le deutérium, et l'hydrogène ordinaire. Sur Vénus, ce rapport est des dizaines de fois plus élevé que sur Terre. Cela indique que l'hydrogène léger des molécules d'eau s'est évaporé dans l'espace, tandis que le deutérium, plus lourd, est resté sur place. Après la décomposition des molécules d'eau, l'hydrogène a été emporté par le vent solaire, car la planète ne dispose pas d'un champ magnétique efficace. En raison de sa rotation extrêmement lente, le champ magnétique de Vénus est environ 100 000 fois plus faible que celui de la Terre et ne protège pas l'atmosphère des effets du vent solaire. L'oxygène libéré lors de ces processus ne s'accumulait pas dans l'atmosphère, mais pouvait probablement réagir avec les roches et les composés sulfurés, ou quitter également l'atmosphère dans une moindre mesure. Le résultat de ce processus a été une atmosphère dense et sèche, riche en dioxyde de carbone, avec des nuages acides et l'absence totale d'hydrosphère. Ces transformations ont rendu la surface de Vénus complètement hostile à toute forme de vie connue. Cependant, l'attention ne se limite pas à la surface. En 2020, un groupe de chercheurs
a annoncé la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, une substance qui, sur Terre, est généralement associée à des processus biologiques. La phosphine peut résulter de l'activité de microbes anaérobies. Cette découverte a suscité un vif débat scientifique. Bien que les données aient par la suite été contestées et que la méthodologie de mesure ait été révisée, le simple fait d'évoquer cette découverte a ouvert une nouvelle voie de recherche. Certains scientifiques ne rejettent pas la possibilité que, dans les couches supérieures de l'atmosphère, où la température et la pression sont nettement plus basses qu'à la surface, des zones stables puissent exister, permettant à des formes de vie adaptées à un environnement acide de prospérer. Des organismes microscopiques, s'ils sont présents, pourraient se retrouver dans des gouttelettes d'aérosols, se nourrissant des substances disponibles dans l'enveloppe gazeuse de la planète. Pour obtenir des données plus précises sur le passé de Vénus et évaluer la probabilité de son habitabilité durant les premières époques géologiques, de nouvelles missions de recherche sont mises en plan. Parmi elles figurent Da Vinci et Veritas. La première sera dédiée à l'étude de la composition chimique de l'atmosphère, ainsi qu'à un balayage vers la surface. Cela permettra d'affiner notre compréhension de l'évolution de l'effet de serre et d'identifier de potentiels résidus de vapeur d'eau, ainsi que des conditions favorables dans le passé. La seconde mission se concentrera sur la structure géologique de la planète. Grâce à la cartographie radar, elle contribuera à élucider les processus tectoniques et volcaniques qui ont pu jouer un rôle crucial dans la catastrophe climatique. Vénus moderne demeure un monde d'extrêmes, mais son passé et les possibles traces d'habitabilité en font l'un des objets les plus importants pour étudier l'évolution du climat sur les planètes et le destin qui pourrait attendre des mondes semblables à la Terre. Après avoir examiné les planètes les plus proches de nous, il est temps de se tourner vers des mondes bien plus éloignés du Soleil. Nous nous dirigeons vers les régions extérieures du système solaire, vers les géantes planétaires, Jupiter et Saturne. Leurs satellites semblent, à première vue, froids et stériles, recouverts de glace et dépourvus d'atmosphère. Cependant, sous cette croûte gelée se trouvent d'immenses océans. L'eau à l'état liquide y est maintenue grâce à un réchauffement interne provenant des frictions de marée. Ce sont précisément ces mondes, invisibles à l'œil et plongés dans l'obscurité, qui pourraient offrir des conditions favorables à l'existence d'une vie primitive. L'attention se tourne vers le satellite de Jupiter, Europe, et celui de Saturne, Encelade. Parmi les satellites de Jupiter, Europe est considéré comme l'un des candidats les plus prometteurs pour l'existence de vie. Bien que son diamètre soit inférieur à celui de la Lune, un immense océan sous surface se dissimule sous sa croûte glacée, dont le volume dépasse celui de toutes les mers de la Terre. L'épaisseur de la couche de glace varie entre 10 et 30 km/s. En dessous se trouve une couche d'eau liquide, estimée à une profondeur allant jusqu'à 100 km/s. Ce monde aquatique ne gèle pas grâce aux frictions de marée provoquées par l'influence gravitationnelle de Jupiter, qui comprime et étire les profondeurs du satellite, transformant ainsi l'énergie mécanique en chaleur. La surface d'Europe est striée par un réseau de fissures et de lignes, créant un motif complexe presque géométrique. Ces formations témoignent de la mobilité de la glace et de son interaction avec l'eau liquide en dessous. Dans de nombreuses régions, on observe ce que l'on appelle des zones chaotiques, où la glace semble avoir été brisée, écrasée et mélangée. Elle pourrait représenter des endroits où l'océan sous surface
érodent la croûte par en dessous, remontant ainsi des fragments à la surface. Ces zones sont particulièrement fascinantes, car elles pourraient conserver un lien chimique entre l'océan et l'environnement de surface. À la fin des années 90, la sonde spatiale Galileo, chargée d'étudier le système de Jupiter, a fourni des données cruciales. Elle a enregistré des perturbations magnétiques inductives, indiquant la présence d'une couche de liquide conducteur, très probablement de l'eau salée. De plus, des analyses spectroscopiques ont révélé des sels et des composés soufrés à la surface de la glace. Ces substances ont vraisemblablement été expulsées de l'océan par des fissures dans la croûte. Bien que Galileo n'ait pas décelé de traces d'organique, la seule possibilité d'un échange chimique entre l'océan et la surface rend Europe extrêmement fascinante pour de futures recherches sur les biomarqueurs. Sous la surface d'Europe, au fond de l'océan dissimulé, il pourrait très bien exister des sources hydrothermales, semblables à celles observées dans les océans terrestres. Ces sources se forment par l'interaction de l'eau avec des roches chauffées et occasionnent des écosystèmes véritables, indépendants de la lumière du soleil. Sur Terre, dans de telles conditions, se développent des bactéries et des archées qui pratiquent la chimiosynthèse, transformant l'énergie chimique en matière organique. Ces organismes forment des communautés durables qui soutiennent des chaînes alimentaires dans une obscurité totale. Ce sont précisément ces conditions qui, au moins en théorie, pourraient permettre l'émergence de la vie dans l'océan d'Europe. Pour valider ces hypothèses, une mission nommée Europa Clipper est en cours de développement et devrait être lancée prochainement. L'engin est prévu pour arriver dans le système de Jupiter au début des années 30 et réaliser des dizaines de survols à basse altitude au-dessus de la surface d'Europe. Il sera équipé de spectromètres, de radars et d'analyseurs de particules capables de détecter des biomarqueurs et d'examiner la structure de la glace. Une attention particulière sera prêtée aux zones où des éjections récentes de matière provenant de l'océan pourraient avoir eu lieu. Si des molécules organiques ou des rapports isotopiques inhabituels sont découverts à la surface, cela constituera un argument solide en faveur de la présence d'une vie sous la croûte. Si Europe nécessite une traversée à travers des kilomètres de glace, Encelade, le satellite de Saturne, expulse à lui seul des échantillons de son océan intérieur dans l'espace. C'est l'un des objets les plus fascinants jamais étudiés dans le système solaire. Son diamètre est d'environ 500 km, mais malgré ses dimensions modestes, il affiche une activité phénoménale. Dans la zone du pôle sud, de puissants geysers ont été découverts, projetant des jets d'eau, de la vapeur, contenant des sels de méthane, de l'ammoniac et des particules microscopiques de glace dans l'espace. Ces jets jaillissent des fissures dans la croûte glacée, connues sous le nom de bandes de tigre. Les observations réalisées par la sonde Cassini au cours de 13 ans ont révélé que les éjections contiennent des composés organiques, y compris des molécules complexes à base de carbone. Il a également été démontré que la composition de ces geysers suggère un contact entre l'eau et un fond rocheux, ce qui est une condition nécessaire aux réactions chimiques analogues à celles qui alimentent les microbes sur Terre. De tels processus incluent, par exemple, la réaction entre l'eau et les minéraux, entraînant la libération d'hydrogène et de méthane. Ces substances peuvent servir de source d'énergie pour des organismes microscopiques similaires aux méthanogènes terrestres. Sur Terre, la méthanogenèse est considérée comme l'un des plus anciens chemins métaboliques.
et sa présence sur Encelade, associée à d'autres substances, rend l'hypothèse de l'existence de la vie tout à fait plausible. Néanmoins, les scientifiques insistent sur le fait que même si le méthane est généré par des processus non biologiques, les conditions dans lesquelles il se manifeste dans ce milieu constituent un environnement propice à une possible biosphère. Actuellement, différentes options pour un retour vers Encelade sont à l'étude. L'un d'eux est le projet Life Finder. La mission, qui survolera les éjections des geysers, collectera des échantillons directement à partir des jets pour les analyser à la recherche de molécules organiques complexes, de protéines ou d'autres indices potentiels de vie. Cette approche élimine la nécessité d'un atterrissage sur la surface glacée et permet un accès immédiat à des substances provenant directement de l'océan, bien que la date précise de mise en œuvre ne soit pas encore fixée. Ce concept est perçu comme l'un des plus prometteurs pour l'astrobiologie dans les décennies à venir. Un autre satellite de Saturne qui suscite un grand intérêt parmi les scientifiques est Titan. C'est le plus grand des satellites de la planète et dépasse même Mercure en taille. Contrairement aux autres satellites du système solaire, Titan possède une atmosphère dense, si dense que la pression à sa surface est environ 1,5 fois supérieure à celle de la Terre. C'est le seul endroit, en dehors de la Terre, où des liquides sont présents de façon stable à la surface, même s'il ne s'agit pas d'eau, mais de méthane et d'éthane. Sur Titan, il pleut, des rivières se forment, ainsi que des lacs et même des côtes maritimes. Tout cela est constitué d'hydrocarbures. Un tel environnement génère des conditions uniques. Titan est le premier corps céleste où un cycle de liquide complet, similaire à celui de la Terre, a été découvert. Cependant, au lieu d'eau, ce cycle implique des composés organiques légers. Le satellite est recouvert d'une épaisse couche de brume orange, où une chimie photologique complexe se produit sous l'effet du rayonnement solaire et des particules provenant de la magnétosphère de Saturne. En conséquence, une variété de composés organiques se forment, y compris des nitriles, des hydrocarbures et des molécules aromatiques polycycliques qui se déposent sur la surface. C'est une sorte de laboratoire prébiotique où des réactions chimiques similaires à celles qui ont pu un jour engendrer la vie sur la jeune Terre peuvent se produire. Une compréhension approfondie de ces processus a été rendue possible grâce à la mission Cassini-Huygens. En 2005, la sonde Huygens a atterri sur la surface de Titan. Pour la première fois dans l'histoire, une mission a atteint un monde aussi lointain et dense. Elle a transmis des images de plaines, parsemées de galets en glace arrondis, ainsi que des données sur la composition de l'atmosphère et de la couche supérieure du sol. Les instruments ont détecté la présence de substances organiques provenant de l'atmosphère, y compris des molécules complexes associées à la chimie du carbone. Bien qu'il ne s'agisse pas d'organismes biologiques, cela démontre que les matières premières chimiques nécessaires à la vie sont en abondance ici. La particularité de Titan réside dans la possibilité que des formes de vie alternatives existent ici, basées sur le méthane liquide plutôt que sur l'eau. La température à la surface est d'environ 180 °C et l'eau y est aussi dure que la pierre. Cependant, dans de telles conditions, le méthane se trouve à l'état liquide et joue le rôle de solvant. Sur Terre, toutes les formes de vie reposent sur l'eau, comme environnement universel pour la biochimie. Sur Titan, en revanche, des organismes ayant une structure radicalement différente pourraient exister, utilisant des réactions au méthane et capables de résister à un froid intense.
Bien que ces hypothèses ne soient pas encore confirmées, elles émergent à l'intersection de l'astrobiologie, de la chimie et de la biophysique théorique. Pour mieux comprendre la nature de ce monde, la NASA prépare une nouvelle mission nommée Dragonfly. Son lancement est prévu pour 2027, avec une arrivée sur Titan attendue en 2034. Contrairement à toutes les missions précédentes, Dragonfly ne sera pas un orbiteur, ni un rover, mais un drone volant, capable de parcourir de grandes distances dans l'air. Titan est le seul corps du système solaire où la combinaison d'une atmosphère dense et d'une faible gravité permet de réaliser une telle conception. L'appareil pourra atterrir, décoller et se déplacer d'un site d'intérêt à un autre, explorant différentes zones géologiques et chimiques. Les principaux objectifs de la mission incluent l'analyse des composés organiques, l'étude de la surface, la recherche de signes de vie passés ou potentiels, ainsi que l'identification des conditions favorisant une synthèse abiotique de molécules complexes. Dragonfly sera la première tentative dans l'histoire de l'exploration astrobiologique mobile dans l'atmosphère et sur la surface d'un autre monde. Si Titan recèle véritablement les clés pour comprendre des formes de vie alternatives, cette mission pourrait représenter l'une des étapes les plus significatives de l'histoire des explorations spatiales. Les méthodes de détection des exoplanètes s'améliorent chaque année. L'une des plus fiables est la méthode de transit, qui repose sur l'observation d'une légère diminution régulière de la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, occultant ainsi sa lumière. C'est ainsi que fonctionnait le célèbre télescope Kepler, qui a donné un nouvel élan à la découverte de milliers de nouvelles planètes. Cette méthode s'avère particulièrement efficace pour les relevés de masse, car elle permet de surveiller simultanément un grand nombre d'étoiles. Une autre approche est la méthode des vitesses radiales, aussi appelée méthode Doppler. Elle détecte les oscillations d'une étoile, engendrées par l'influence gravitationnelle d'une planète orbitant autour d'elle. Même si nous ne voyons pas la planète elle-même, nous observons que l'étoile oscille légèrement, se rapprochant parfois de nous, puis s'éloignant. Cette méthode permet non seulement de confirmer la présence d'une planète, mais aussi de mesurer sa masse. D'autres méthodes existent, y compris l'observation directe, où des télescopes puissants réussissent à capter la lueur infrarouge d'une exoplanète en arrière-plan de l'étoile. Cela n'est réalisable que dans des cas exceptionnels, pour des géantes gazeuses très massives, jeunes et chaudes, qui se situent loin de leur étoile et émettent dans le domaine infrarouge. La luminosité des étoiles est des dizaines de millions de fois supérieure à celle de la lumière réfléchie par les planètes, ce qui nécessite un équipement sophistiqué et des méthodes de suppression de la lumière stellaire. Malgré cela, de réelles images de plusieurs exoplanètes ont déjà été capturées, notamment dans le système HR 879, où il a été possible d'observer simultanément le mouvement de 4 planètes. Ces images ne transmettent pas de détails sur la surface, mais permettent d'apercevoir directement une planète comme un point lumineux aux côtés de l'étoile. C'est une avancée majeure de l'astronomie moderne, ouvrant la voie à l'étude dynamique des systèmes planétaires. Ces dernières années, le télescope James Webb a joué un rôle essentiel dans l'observation des exoplanètes, car il peut analyser le spectre de la lumière qui traverse l'atmosphère d'une planète distante lors de son transit. Grâce à cet instrument, les scientifiques cherchent dans les atmosphères de ces planètes des indicateurs de vapeur d'eau, de méthane, de dioxyde de carbone, d'ozone et d'autres biomarqueurs potentiels. Ces mesures requièrent une précision extrême
et peuvent parfois s'étendre sur plusieurs mois. Mais elles fournissent non seulement la possibilité de détecter une planète, mais aussi d'évaluer à quel point elle ressemble vraiment à la Terre. La découverte des exoplanètes a offert à l'humanité une nouvelle perspective sur notre galaxie. Ce qui apparaissait autrefois comme une exception, une planète avec de l'eau liquide et des conditions habitables, est désormais considéré comme une histoire susceptible de se répéter. La question de savoir combien de ces mondes peuvent réellement soutenir la vie demeure sans réponse. Cependant, plus nous en découvrons, moins il semble probable que la Terre soit unique. Parmi le grand nombre d'exoplanètes dont nous avons déjà discuté, celles qui figurent en haut de l'échelle de l'indice de similitude avec la Terre suscitent une attention particulière. Comme on le sait, cet indice prend en compte la masse, le rayon, la température et d'autres paramètres en comparant la planète aux conditions de notre Terre. Des valeurs proches de l'unité indiquent un fort degré de similitude externe, bien qu'elles ne garantissent pas nécessairement l'habitabilité. Néanmoins, elles permettent de mettre en lumière les objets les plus prometteurs pour des observations futures. L'un de ces mondes est Kepler 438b. Cette planète, découverte par le télescope Kepler, a rapidement retenu l'attention des astronomes. Son indice est d'environ 0,88, ce qui en fait l'une des planètes les plus similaires à la Terre parmi toutes les exoplanètes connues jusqu'à présent. Elle appartient à la catégorie des super-terres, des planètes rocheuses dont la taille et la masse dépassent légèrement celle de la Terre. Le rayon de Kepler 438b est environ 12% plus grand que celui de notre planète, et sa masse est estimée entre 1 et 2 fois celle de la Terre, bien que la valeur précise n'ait pas encore été déterminée, car il n'a pas encore été possible de la mesurer directement. La planète orbite autour de l'étoile Kepler 438, située à environ 470 années-lumière de la Terre. Orientée vers la constellation de la Lyre, cette étoile appartient à la classe des naines rouges, c'est-à-dire des étoiles froides et de faible masse. Sa masse est d'environ la moitié de celle du Soleil, et sa luminosité n'atteint que quelques pourcents de celle-ci. Cela signifie que la zone habitable autour de cette étoile se trouve bien plus proche d'elle que dans notre système solaire. Kepler 438 B complète une révolution autour de son étoile en seulement 35 jours terrestres, tout en se situant dans la zone potentielle où de l'eau liquide pourrait exister à sa surface. Cependant, ce système présente également des caractéristiques préoccupantes qui suscitent des doutes quant à la potentielle habitabilité de la planète. Comme beaucoup d'étoiles de sa catégorie, Kepler 438 est une naine rouge particulièrement active. Les observations ont révélé qu'elle émet fréquemment de puissantes éruptions ou des sursauts de radiation, pouvant être des dizaines, voire des centaines de fois plus intenses que les tempêtes solaires les plus fortes. Au cours des dernières années, il a été noté que l'étoile produit en moyenne de telles éruptions tous les 20 jours. De plus, l'énergie de certaines d'entre elles était suffisamment puissante pour exercer un impact ionisant significatif sur la planète la plus proche. À un tel niveau d'activité stellaire, l'atmosphère de la planète, bien qu'elle ait pu exister initialement, a probablement subi une érosion intense. En l'absence d'un champ magnétique protecteur, elle est progressivement emportée par des flux de particules chargées. Si la planète n'a pas de bouclier magnétique propre, comme c'est le cas pour la Terre, cela pourrait signifier que sa surface est irradiée et que toute condition propice à une biosphère stable est anéantie. En revanche, si une magnétosphère existe,
Celle-ci pourrait protéger l'atmosphère et favoriser une plus grande stabilité pour la planète. Bien que cette hypothèse reste encore spéculative, nous ne savons pas avec certitude si la planète possède ou non un champ magnétique. Il est également intéressant de noter que les paramètres orbitaux suggèrent une forte probabilité de capture par marée. Cela signifie qu'un côté de la planète pourrait toujours être tourné vers l'étoile, tandis que l'autre serait plongé dans une ombre éternelle. Dans de telles conditions, un déséquilibre thermique entre les hémisphères pourrait se produire, mais une atmosphère, si elle est suffisamment dense, pourrait atténuer ce contraste et favoriser le transfert de chaleur. Il reste à déterminer si Kepler 438b possède une atmosphère, quelle en serait la composition, ou si elle a des satellites. Ces données ne pourront être obtenues que par des équipements plus sophistiqués lors de futures missions. Par exemple, des télescopes de nouvelle génération capables de réaliser la spectroscopie de la lumière de transit. Pour l'instant, la planète demeure théoriquement l'un des candidats les plus prometteurs, mais avec une importante réserve. Un indice de similitude PSI élevé ne garantit pas nécessairement une forte habitabilité. Kepler 438 b illustre comment la combinaison de paramètres prometteurs et d'un environnement stellaire difficile crée une image complexe. Ces planètes enrichissent notre compréhension des lieux où la vie pourrait exister et nous poussant à réévaluer le rôle des étoiles dans le destin de mondes éventuellement habitables. Nous allons maintenant nous diriger vers un autre système stellaire, situé à environ 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit du système TRAPPIST-1, qui abrite plusieurs planètes rocheuses et qui attire depuis longtemps l'attention des astronomes. Cet intérêt est suscité non seulement par la proximité, mais également par la structure compacte unique de ce système. Autour de l'étoile gravitent 7 exoplanètes, dont au moins 3 se situent dans la zone habitable supposée. L'une d'elles est TRAPPIST-1. Elle figure parmi les exoplanètes présentant un indice de similitude élevé par rapport à la Terre, d'environ 5, ce qui en fait l'un des objets les plus fascinants pour l'astrobiologie. Sa masse est d'environ 70% de celle de la Terre, tandis que son rayon atteint environ 90%. En termes de densité, la planète est presque équivalente à celle de la Terre, ce qui suggère une structure principalement rocheuse avec un noyau métallique. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide à sa surface. La planète effectue une révolution complète autour de l'étoile, en 6 jours terrestres, témoignant d'une distance orbitale très rapprochée. De plus, l'ensemble du système TRAPPIST-1 est si compact que les orbites des 7 planètes se situent à l'intérieur de celle de Mercure. Cela crée un environnement dynamique riche en résonances et interactions gravitationnelles entre les planètes, facilitant le raffinement des mesures de leur masse et densité avec une grande précision. L'étoile elle-même, TRAPPIST-1, est une naine rouge ultra froide, avec une température d'environ 2500 degrés Celsius. Sa masse est 10 fois inférieure à celle du Soleil, et elle émet seulement une infime fraction de la lumière solaire. La majeure partie de son rayonnement se situe dans le domaine infrarouge, ce qui implique que l'énergie reçue par la planète est distribuée différemment par rapport à celle sur Terre. Toutefois, la charge thermique globale est compatible avec les conditions permettant l'existence d'eau à l'état liquide, à condition qu'une atmosphère soit présente. TRAPPIST-1 est probablement en capture par marée. Un de ses côtés est constamment tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est pour toujours plongé dans l'ombre.
Malgré cela, les modèles climatiques indiquent qu'avec une atmosphère dense, la différence de température peut être atténuée grâce à un transfert de chaleur efficace. Cela permettrait l'existence d'une vaste zone stable au climat tempéré le long de la frontière entre la lumière et l'obscurité, appelée zone de Terminator. Nous savons encore peu de choses sur la possible atmosphère de la planète. Selon les résultats des premières observations effectuées avec le télescope James Webb, cette planète, contrairement à certains de ses voisins, ne montre pas de signe d'une épaisse enveloppe d'eau. Cela réduit la probabilité de surchauffe par effet de serre et la rend encore plus captivante. L'hypothèse d'une atmosphère composée d'azote, agrémentée de dioxyde de carbone ou d'autres gaz inertes, demeure plausible. Si TRAPPIST-1 possède effectivement une atmosphère stable et que de l'eau liquide existe en surface, même de manière partielle, alors la question se pose. Quelle forme de vie pourrait émerger dans de telles conditions atypiques? La planète reçoit principalement un rayonnement infrarouge. Par conséquent, si la biosphère utilise la photosynthèse, il est probable qu'elle repose sur des pigments sensibles à la lumière longue. De tels organismes pourraient hypothétiquement arborer une coloration sombre, noire, pourpre ou brun-rouge, leur permettant ainsi de capter un maximum d'énergie disponible. La force de gravité sur TRAPPIST-1 est légèrement inférieure à celle de la Terre, ce qui pourrait permettre à une vie potentielle, notamment multicellulaire, d'être plus élancée et légère. Si le climat reste stable et que la pression atmosphérique est modérée, des écosystèmes terrestres développés pourraient apparaître, adaptés à un faible éclairage et à une forte humidité. Du côté diurne, des organismes résistants à un rayonnement constant et capables de stocker de l'énergie pourraient dominer, tandis que du côté nocturne, des êtres tirant parti de la chimiosynthèse, de la chaleur des profondeurs ou du rayonnement infrarouge résiduel pourraient prospérer. La pigmentation des êtres vivants dépendrait des conditions locales. Du côté éclairé, il serait probablement sombre, afin de maximiser l'absorption de la lumière. En revanche, du côté ombragé, il pourrait être pâle ou translucide si les êtres recourent à la bioluminescence ou à la vision infrarouge. Une telle asymétrie pourrait même se manifester à l'intérieur d'un même organisme s'il vit dans la zone frontière entre la lumière et l'obscurité. TRAPPIST-1 demeure l'une des exoplanètes les plus analysées et prometteuses, en raison de sa proximité avec la Terre, de la stabilité de son étoile, de sa structure rocheuse et de sa potentielle atmosphère. Elle représente une cible prioritaire pour les études astrobiologiques. Parmi les exoplanètes affichant une apparence similaire à celle de la Terre, mais située beaucoup plus loin, Kepler 452b se démarque. Cette planète a été surnommée de manière non officielle « grande sœur de la Terre », car elle présente des caractéristiques analogues et orbite à une distance comparable à celle de notre planète. Cependant, son système stellaire est beaucoup plus ancien, et la planète elle-même est plus grande, plus massive et plus âgée que la nôtre. Kepler 452b tourne autour de l'étoile Kepler 452, située à environ 1400 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Cygne. L'étoile appartient à la même classe spectrale que le Soleil, mais elle est environ 10% plus lumineuse et âgée de près d'un demi-milliard d'années. Cela en fait un objet clé pour l'étude de l'évolution des systèmes planétaires similaires aux nôtres, mais à un stade de développement plus avancé. La planète elle-même est une super-Terre, et selon les estimations, elle aurait un rayon 60% plus important que le nôtre.
Sa masse précise n'a pas été mesurée directement, mais avec la densité supposée, elle pourrait être 5 fois plus lourde. Ces caractéristiques suggèrent une forte probabilité que sa structure soit rocheuse, bien qu'il soit impossible d'exclure complètement la présence d'une atmosphère plus dense ou d'impuretés de glace d'eau dans le manteau. L'indice de similarité à la Terre pour Kepler 452b est d'environ 0,3, ce qui en fait l'un des objets les plus proches de notre planète parmi ceux découverts à de grandes distances. La planète se trouve dans la zone habitable, suivant une trajectoire comparable à celle de la Terre, et son année dure environ 385 jours. Une telle stabilité orbitale, conjuguée à un rayonnement modéré de l'étoile, crée des conditions thermiques propices. La température de surface de la planète pourrait être similaire à celle de la Terre, pourvu qu'elle dispose d'une atmosphère dense et d'un effet de serre bien développé. Cependant, l'âge du système présente un rôle ambivalent. D'une part, avec plus de 6 milliards d'années, des processus géologiques et climatiques stables ont pu se développer sur la planète. D'autre part, une exposition prolongée au rayonnement stellaire, surtout aux phases initiales, a pu entraîner la perte de l'atmosphère, notamment si la planète ne possédait pas de champ magnétique ou d'une gravité suffisamment massive pour la retenir. Par conséquent, la question de l'habitabilité de la planète demeure ouverte. Un autre facteur qui complique l'étude est la grande distance. La planète est située beaucoup plus loin que, par exemple, TRAPPIST-1, ce qui rend impossible une étude avec le même degré de précision. Les télescopes modernes n'arrivent pas à analyser l'atmosphère ou à confirmer la composition de la surface. Cependant, le simple fait qu'un tel objet existe, si proche des conditions terrestres et orbite sur une trajectoire mature, suggère que les planètes semblables à la Terre pourraient être un phénomène courant autour des nains jaunes, comme notre Soleil. Si Kepler 452b possédait une atmosphère stable et de l'eau liquide, la vie sur cette planète se serait probablement développée dans des conditions de pression et de gravité supérieures à celles de la Terre. Les organismes présents à sa surface pourraient être plus compacts et robustes, adaptés à une forte gravité et aux variations de température éventuelles. L'ancienneté du système suggère qu'il a été possible, si la vie y est apparue, qu'elle ait traversé des étapes évolutives complexes. Cette planète est devenue une étape marquante dans l'histoire de la recherche d'exoplanètes. C'était le premier objet de type terrestre découvert en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, dans la zone habitable. Bien qu'elle soit trop éloignée pour les missions et recherches les plus proches, elle a joué un rôle central dans la prise de conscience que notre planète n'est pas unique en ses caractéristiques. Des mondes similaires pourraient être éparpillés à travers la galaxie. Une fois qu'une exoplanète est découverte, la prochaine tâche cruciale consiste à étudier son atmosphère. C'est au sein de cette enveloppe gazeuse que pourrait se trouver l'information la plus significative, telle que la présence de vapeur d'eau, d'oxygène, de méthane, d'ozone et d'autres molécules susceptibles d'indiquer des processus biologiques ou géochimiques. Ces composants, en particulier dans des combinaisons spécifiques, sont considérés comme des biomarqueurs potentiels, des indicateurs de possibles formes de vie. Étant donné que les exoplanètes sont trop petites et éloignées pour être observées directement, les scientifiques recourent à la spectroscopie par transit. Cette méthode repose sur l'observation de la façon dont la lumière d'une étoile traverse l'atmosphère d'une planète lorsqu'elle passe devant le disque de l'étoile. Lorsque la planète transite devant son étoile,
une partie de la lumière est filtrée par son atmosphère, et différents gaz absorbent la lumière dans des plages de longueur d'onde spécifiques. Cela crée une empreinte spectroscopique qui permet d'évaluer la composition de l'atmosphère. Pour réaliser cela, des télescopes très sensibles sont nécessaires, capables de détecter les plus petites variations dans le flux de rayonnement. L'un des principaux outils est le télescope spatial James Webb, lancé à la fin de 2021. Fonctionnant dans le domaine infrarouge, il est idéal pour l'analyse des étoiles et des planètes froides. Dès ses premières années d'exploitation, le télescope a commencé à obtenir des spectres atmosphériques de certaines exoplanètes, principalement des géantes gazeuses jusqu'à présent. Mais la méthode est en cours d'amélioration et s'applique progressivement à des mondes rocheux plus petits. Parmi les premières réalisations figure la détection de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, d'hydrogène sulfuré et de méthane dans les atmosphères des exoplanètes chaudes. Bien que cela ne constitue pas encore une preuve de vie, ces découvertes confirment que la technique est efficace et permettent une analyse toujours plus précise de la composition chimique. À terme, avec l'accumulation de données, il sera possible de commencer à tirer des conclusions sur la température, la pression, la structure des nuages et même la circulation climatique potentielle à la surface de la planète. Toutefois, cette méthode présente de sérieuses limitations. Tout d'abord, elle n'est applicable qu'aux planètes qui transitent devant le disque de l'étoile du point de vue de l'observateur. Ces systèmes ne représentent qu'une petite partie de toutes les exoplanètes connues. Ensuite, le signal est extrêmement faible, même dans des conditions idéales. La lumière traversant l'atmosphère d'une exoplanète ne constitue qu'une fraction infime du flux total. Si l'étoile est active, comme c'est souvent le cas pour les nains rouges, les éruptions, les tempêtes magnétiques et les taches peuvent déformer ou masquer le signal, rendant ainsi l'analyse plus complexe. Des difficultés supplémentaires proviennent de la distance. Plus un système est éloigné, plus le signal est faible et plus le temps nécessaire pour les observations augmente. Même avec des expositions prolongées, les données restent bruyantes et requièrent un traitement informatique sophistiqué. De plus, les télescopes modernes ne permettent pas d'analyser avec précision l'atmosphère ténue des planètes semblables à la Terre, surtout celles orbitant autour d'étoiles jaunes ou blanches brillantes, dont la luminosité dépasse de loin le faible signal de la planète. Malgré cela, les avancées en spectroscopie continuent. De nouvelles méthodes sont en cours de développement, y compris la séparation spectrale directe de la lumière émise par la planète et celle de l'étoile, ainsi que des coronographes et des écrans stellaires qui permettront d'atténuer la lumière de l'étoile pour étudier la planète de manière isolée. Dans les prochaines décennies, des télescopes de nouvelle génération, tels que Louvain et Abex, sont prévus pour réaliser une analyse approfondie des atmosphères des planètes similaires à la Terre, même celles situées à une distance considérable. La question de l'existence d'autres êtres intelligents reste l'un des thèmes les plus fascinants et fondamentaux pour la science contemporaine. Si la vie, notamment microscopique, est un phénomène potentiellement répandu dans l'univers, l'émergence de l'intelligence est un processus bien plus complexe et rare. C'est pourquoi des programmes spéciaux ont été mis en place, visant non pas à rechercher des traces biologiques, mais à identifier des indices d'activité technologique. La plus grande et la plus connue des initiatives de ce genre est le projet SETI, ou Recherche d'intelligence extraterrestre. Le programme SETI se concentre sur la détection de signaux radio à bande étroite, c'est-à-dire
ceux qui ne sont pas produits par des sources naturelles. Dans la nature, la plupart des objets émettent sur une vaste gamme de fréquences, tandis que les signaux artificiels, tels que ceux de la radio ou de la télévision, sont restreints à une bande très étroite. La détection d'un tel signal, en provenance de l'espace, présentant une structure de fréquence distincte, pourrait constituer une preuve de l'existence d'une civilisation technologique. À cette fin, des radiotélescopes sont employés, capables de capter les faibles oscillations dans le domaine des radiofréquences. L'un des domaines traditionnels de recherche se situe autour de 1420 MHz, correspondant à la fréquence d'émission de l'atome d'hydrogène. Ce choix est significatif car l'hydrogène est l'élément le plus courant dans l'univers, et une civilisation intelligente pourrait exploiter son universalité pour transmettre un signal. L'événement le plus célèbre de l'histoire des observations du SETI reste le fameux signal WOW, enregistré en 1977. Il avait été détecté par l'astronome radio Jerry R. Ehman à l'aide du télescope Big Ear. Lors d'un survol standard du ciel, le télescope a capté un signal radio à bande étroite qui a duré 72 secondes, la durée maximale que permettait la configuration de l'antenne pour observer une zone précise du ciel. Le signal était si fort et si pur qu'Hermann, frappé par ce qu'il voyait sur l'impression, écrivit dans la marge « Wow ». C'est ainsi qu'il a reçu son nom. Ce signal répondait à tous les critères d'une origine artificielle. Il se situait dans la bonne bande de fréquence, avait la bonne forme, une fréquence stable et s'interrompait brusquement à la sortie de la zone de réception. Cependant, toutes les tentatives ultérieures pour le détecter de nouveau ont donné des résultats négatifs. Il est resté un épisode isolé, sans confirmation répétée. Ni les sources naturelles, ni les interférences terrestres n'ont pu être identifiées avec certitude comme étant à l'origine de ce signal. Ces dernières années, une hypothèse a émergé suggérant que le signal pourrait avoir été provoqué par un événement astrophysique tel qu'une éruption d'une étoile ou d'un magnétar entrant en collision avec un nuage d'hydrogène froid. Une telle combinaison aurait pu amplifier l'émission à la fréquence de la ligne de l'hydrogène, générant une impulsion aux caractéristiques semblables à celles de ce signal. Cependant, cette hypothèse n'a pas encore reçu de confirmation définitive, et le signal reste l'un des épisodes les plus mystérieux de l'histoire du SETI. Dans l'histoire des observations, il y a eu des cas plus terre-à-terre. Par exemple, pendant de nombreuses années, l'observatoire de Parkes en Australie enregistrait des impulsions mystérieuses qui demeuraient inexpliquées. Il a finalement été révélé que ces signaux apparaissaient lorsque le personnel de l'observatoire ouvrait la porte d'un four à micro-ondes placé près de l'antenne. L'impulsion générée à ce moment-là pénétrait dans la zone de réception du télescope et était enregistrée comme un signal anormal potentiel. Ce cas est devenu un exemple classique, illustrant comment même des appareils électroménagers peuvent conduire à de fausses alertes dans les observations radiophoniques. Néanmoins, les observations se poursuivent. Des récepteurs de plus en plus sensibles, des algorithmes automatisés, de l'intelligence artificielle et le traitement de grandes quantités de données sur des superordinateurs sont maintenant utilisés. De nouveaux télescopes et antennes permettent de sonder un nombre croissant d'étoiles et de bandes de fréquences. Le SETI a depuis longtemps évolué au-delà du cadre des télescopes uniques, se transformant en un système d'observation distribué impliquant des instituts du monde entier. En 2015, le projet le plus ambitieux à ce jour pour la recherche d'intelligence extraterrestre a été lancé, Breakthrough Listen,
Ce projet a été engagé dans le cadre des Breakthrough Initiative et bénéficie d'un financement de 100 millions de dollars sur une période de 10 ans. L'objectif principal du projet est de scanner systématiquement 1 million des étoiles les plus proches, ainsi que plusieurs centaines des galaxies voisines, à la recherche de signaux radio artificiels, d'impulsions optiques et d'autres indications possibles d'activité technologique. Les observations ont été effectuées et se poursuivent en utilisant les plus grands radiotélescopes, notamment les observatoires de Green Bank en Amérique et de Parkes en Australie. L'équipement du projet permet de suivre simultanément des millions de canaux de fréquences, couvrant une large gamme de fréquences radio avec une grande précision. Outre les observations radio, le projet inclut également la recherche d'impulsions laser dans le domaine optique, qui pourrait représenter une forme alternative de communication interstellaire. L'une des caractéristiques majeures de Breakthrough Listen est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter un volume colossal de données. Les algorithmes d'apprentissage automatique facilitent le filtrage des interférences radio, la détection de signaux anormaux et l'identification des écarts statistiques par rapport au rayonnement de fond. Grâce à cette approche, plus de 2,5 millions de sessions d'observation ont été analysées dans le cadre du projet. Bien que le projet n'ait pas encore enregistré de signal confirmé provenant d'une civilisation extraterrestre, plusieurs signaux inhabituels ont été découverts tout au long de son avancement, suscitant l'intérêt de la communauté scientifique. L'un des cas les plus débattus est le signal désigné de manière conditionnelle comme BLC1. Ce dernier a été détecté en 2019 dans la direction de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Le signal était fortement filtré, stable, et ne correspondait pas aux sources connues d'interférences radioterrestres. Au début, il a suscité un grand intérêt, car il provenait d'une région du ciel où se trouve une exoplanète présentant des conditions potentiellement habitables. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé que la source du signal était probablement d'origine humaine, c'est-à-dire liée à l'activité anthropique. Les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait très probablement d'une combinaison complexe d'interférences provenant de signaux radioterrestres qui coïncidaient en termes de temporalité et de pureté avec la direction des observations. Néanmoins, le fait même qu'une vérification aussi exhaustive ait été nécessaire a souligné l'importance d'adopter des approches automatisées et critiques lors du traitement des données. Outre BLC1, Breakthrough Listen enregistre périodiquement des signaux isolés dépourvus d'explications évidentes, mais qui ne se répètent pas et ne peuvent donc pas être vérifiés de manière fiable. Ces cas soulignent la complexité de la recherche. Un signal peut être authentique mais unique, ou être le résultat d'une combinaison de facteurs techniques difficiles à comprendre, créant une illusion d'anomalie. Breakthrough n'est pas seulement une simple tentative de capter une transmission radio extraterrestre. C'est un programme systématique, à grande échelle et technologiquement avancé, qui pose les fondations pour des projets futurs, améliore les méthodes d'observation radio, standardise les algorithmes d'analyse et façonne une nouvelle génération de chercheurs. Bien qu'aucun signal en provenance d'une intelligence extraterrestre ne soit finalement enregistré, ce travail élargit déjà les horizons techniques et théoriques de la radioastronomie. Alors que la majorité des projets se concentrent sur la recherche de signaux radio, il existe une autre approche, tenter de déceler des traces indirectes d'activités technologiques sans lien avec la transmission de messages. Cette idée repose sur l'hypothèse qu'une civilisation hautement avancée, disposant de ressources considérables et de temps, pourrait laisser derrière elle des constructions techniques
ou des empreintes énergétiques détectables à des distances interstellaires. Ces approches sont réunies sous le terme général de recherche de signature technologique. L'une des hypothèses les plus connues dans ce domaine est le concept de sphère de Dyson, ou de mégastructure, supposément construite autour d'une étoile, dans le but de capturer entièrement son rayonnement. Cette idée a été énoncée par le physicien Freeman Dyson, qui postulait qu'une civilisation avancée pourrait exploiter l'énergie d'une étoile de manière bien plus efficace que ne le fait l'humanité. Une enveloppe totale ou un essaim de panneaux solaires entourant l'étoile serait censé absorber la majeure partie de son rayonnement et le réémettre dans le domaine infrarouge. Ainsi, l'une des manières de détecter une telle structure est de rechercher des anomalies thermiques lorsque l'étoile émet moins de lumière visible que prévu, tout en dégageant un excès d'infrarouge. Dans le cadre de l'analyse de ces objets, des études ont été réalisées sur des étoiles au comportement inhabituel. L'exemple le plus connu est celui de l'étoile de Tabby. Les observations ont révélé que sa luminosité fluctuait régulièrement, avec une baisse allant jusqu'à 20%, le tout accompagné d'une cyclicité inexpliquée. Cela a suscité des discussions vives, y compris l'hypothèse d'un recouvrement partiel de l'étoile par une mégastructure. Il est rapidement devenu évident que de telles occultations sont probablement le résultat de nuages de poussière ou de grandes comètes, mais ce cas a servi de point de départ pour une recherche systématique de telles anomalies. Une autre approche consiste à analyser des signaux optiques, alors que la transmission radio représente un moyen économe en énergie pour communiquer sur de longues distances. Les impulsions laser peuvent offrir une méthode pour générer des signaux courts, mais lumineux et nets, visibles à des distances interstellaires. Les télescopes terrestres modernes sont capables d'enregistrer des éclairs laser d'une durée d'environ 1 nanoseconde, à condition qu'ils soient suffisamment brillants ou se répètent. Dans le cadre du programme Breakthrough, des efforts pour surveiller systématiquement les étoiles les plus proches dans le domaine optique sont déjà en cours afin de rechercher de telles impulsions. Pour gérer les énormes volumes de données d'observation, les astronomes intègrent activement l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Les algorithmes modernes permettent de traiter des milliards de signaux, de repérer des écarts par rapport à la norme statistique, de réduire les fausses alarmes et de faire ressortir des anomalies qui pourraient échapper à l'œil humain. De tels systèmes sont déjà déployés dans les projets SETI et Breakthrough Listen, et leur importance ne fait que croître au fil des années à venir. Malgré les vastes observations et les efforts déployés pour rechercher des signaux, aucun témoignage fiable de l'existence de civilisations extraterrestres intelligentes n'a encore été enregistré. Cette contradiction entre la probabilité théorique, élevée de la vie dans l'univers, et l'absence totale de données constitue le cœur du célèbre paradoxe de Fermi. Sa formule, déjà posée au milieu du XXe siècle, est simple. Si des formes de vie intelligentes sont répandues, pourquoi ne percevons-nous toujours ni leurs signaux, ni des signes de leur présence? D'après des estimations préliminaires, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, il pourrait y avoir plus de 100 milliards d'étoiles, dont une part significative possède des systèmes planétaires. Si même une petite fraction de ces planètes se trouve dans la zone habitable, et qu'au moins l'une d'elles, parmi des milliers, voit la vie se développer, alors une présence intelligente devrait théoriquement émerger à de multiples reprises et en divers endroits. Cependant, toutes les recherches, qu'il s'agisse de signaux radio ou de traces technologiques, n'ont toujours pas produit de résultats positifs. L'une des explications possibles du paradoxe
est l'hypothèse selon laquelle la vie intelligente est extrêmement rare, alors que la vie sous forme microbienne peut apparaître en présence d'eau et d'énergie. Son évolution vers un niveau d'intelligence requiert une série de transitions évolutives complexes, comme l'émergence de la multicellularité, de la reproduction sexuée, d'un système nerveux, du langage, de la culture et de la pensée technique. Chacune de ces étapes pourrait être si peu probable que, à l'échelle galactique, l'humanité se retrouve en tant qu'exception unique. Dans ce scénario, il est tout à fait possible que nous soyons seuls, simplement parce que des processus similaires n'ont pas eu lieu ou ont échoué. Un autre modèle suggère que les civilisations choisissent de ne pas se faire connaître. Cette notion est désignée sous le nom d'hypothèse de la forêt sombre. Elle postule que les espèces intelligentes sont conscientes des dangers liés au contact avec des forces extérieures et préfèrent maintenir un silence radio complet afin d'éviter toute menace. Par analogie avec un chasseur dans une forêt dense, chaque être s'efforce de rester silencieux et de ne pas se révéler, car toute manifestation pourrait conduire à la mort. Dans cette optique, il pourrait exister de nombreux habitants intelligents dans la galaxie, mais tous se cachent activement. Nous, en tant que nouveaux venus dans cette forêt, n'avons tout simplement pas encore saisi à quel point il peut être dangereux de s'exprimer à voix haute. Une autre explication répandue est que la phase technologique de l'existence des civilisations est très brève. L'évolution des technologies mène inéluctablement à la création d'outils capables de détruire leurs utilisateurs. Cela peut prendre la forme d'une guerre mondiale, d'un effondrement écologique, de la destruction de la biosphère, de la perte de stabilité sociale ou d'un déséquilibre causé par l'intelligence artificielle. Dans ce scénario, les civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre la capacité de voyager entre les étoiles ou d'établir un contact. Même si de telles civilisations ont existé dans le passé, elles ont pu disparaître bien avant que nous ne commencions notre exploration du ciel. Il existe aussi d'autres possibilités, moins tragiques, mais tout aussi logiques. Par exemple, l'hypothèse selon laquelle les civilisations avancées ne sont tout simplement pas intéressées par un contact avec nous. Si le niveau technologique d'une autre intelligence dépasse le nôtre de dizaines de milliers, ou même de millions d'années, l'humanité peut être perçue comme un phénomène biologiquement primitif et scientifiquement insignifiant, n'étant guère plus qu'un bruit de fond dans les données. Cette attitude peut être comparée à celle d'un être humain moderne qui n'interagit pas avec les bactéries vivant dans le sol. Dans ce cadre, nous ne sommes ni détruits, ni ignorés intentionnellement, mais simplement non remarqués ou considérés comme indignes d'attention. Une autre explication envisageable est liée aux différences dans les modes de perception et de pensée. Nous cherchons de l'intelligence, selon nos critères, sous forme de signaux radio, de structures ou de traces logiques. Cependant, une autre civilisation pourrait être si étrangère à notre logique que ces activités ne nous apparaissent pas comme artificielles. Par exemple, ces signaux pourraient être trop rapides, trop lents, ou reposer sur des supports d'information que nous ne saisissons pas, comme les neutrinos, les ondes gravitationnelles ou des modifications de la matière noire. Dans ce cas, le contact est possible, mais il nous échappe simplement, et nous ne le réalisons pas encore. Le paradoxe de Fermi ne fournit pas seulement de réponses claires, mais élargit également les horizons de la réflexion. Il incite à reconsidérer les critères liés à la vie, au développement, à la durabilité des civilisations et notre propre rôle dans le contexte cosmique.
Si un jour une preuve fiable de l'existence de la vie au-delà de la Terre était découverte, même sous sa forme la plus primitive, cela marquerait l'un des événements les plus significatifs de l'histoire de l'humanité. Les répercussions affecteraient non seulement la science, mais aussi la culture, la philosophie, la technologie et notre compréhension même de la place de l'homme dans l'univers. Tout d'abord, la science devra faire face à la nécessité de revoir ses concepts fondamentaux. La biologie, qui repose jusqu'à présent exclusivement sur des échantillons terrestres, recevra un nouvel objet d'étude, possiblement avec d'autres bases biochimiques, molécules, formes de métabolisme ou mécanismes évolutifs. Cela élargira non seulement les frontières théoriques, mais aussi les applications pratiques, allant de la médecine à la bio-ingénierie. Les changements affecteront également la chimie, en particulier dans le domaine des composés organiques. Si l'existence d'une biochimie alternative est démontrée, par exemple fondée sur le méthane, l'ammoniac ou même des substances inconnues sur Terre, cela remettra en question les limites actuelles de la synthèse organique et de la durabilité de la vie. L'astronomie, pour sa part, disposera de nouveaux critères pour la recherche de mondes habitables et mettra à jour les modèles de formation des planètes, des étoiles et des galaxies en tenant compte du potentiel de vie. Cependant, les changements les plus profonds risquent de survenir sur le plan culturel et philosophique. La question de notre unicité est l'une des plus anciennes de l'histoire humaine. Si la vie s'avère ne pas être une exception, mais plutôt une règle, cela nous contraindra à reconsidérer notre relation à nous-mêmes, à la Terre et à l'avenir de la civilisation. Il sera essentiel de remettre en question les concepts religieux, car l'existence de la vie extraterrestre ne s'intègre ni théologiquement, ni éthiquement, ni historiquement dans les conceptions du monde traditionnel. Il se peut qu'il faille réévaluer la place de l'humanité dans l'univers, où elle ne serait plus au centre. La nécessité de créer un nouveau langage d'interaction se fera sentir, tant au sens littéral qu'au sens métaphorique. Des questions telles que « Comment établir un contact s'il est possible ?» et quelles règles doivent gouverner l'interaction entre les mondes devront être abordées. Comment protéger la vie extraterrestre d'une intervention accidentelle et garantir la sécurité pour nous-mêmes? Même l'attente d'une réponse modifie déjà notre manière de penser. Nous commençons à porter un regard différent sur ce que nous possédons, sur la nature, les technologies et sur la vulnérabilité de la Terre. La recherche de la vie au-delà du système solaire devient non seulement un défi scientifique, mais également un défi éthique, façonnant une vision de l'avenir où l'homme n'est pas au sommet de l'univers, mais constitue une partie d'un cosmos complexe et inexploré. Merci d'avoir suivi la conférence jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et partagez la vidéo avec vos amis. D'excitants voyages à travers l'histoire, la science et l'univers nous attendent encore. À bientôt, et que le ciel au-dessus de vous soit toujours étoilé.